4 minutes, pas une seconde de plus, et pourtant cela a suffi à déclencher la crise diplomatique la plus violente entre la France et Israël depuis la guerre des 6 jours. À peine son attaque méticuleusement préparée contre la position française au Moyen-Orient achevée, Benjamin Netanyahou arborait déjà ce sourire contrôlé, presque calculé, persuadé d'avoir acculé son interlocuteur devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il se voyait déjà triomphant, convaincu que Sébastien Lecornu était pris au piège sans échappatoire. Ce regard assuré, cette satisfaction à peine dissimulée, marque d'un vétéran des affrontements diplomatiques, traduisait une certitude encore, un dirigeant européen qui finirait par céder comme tant d'autres avant lui, étouffé sous la pression des réseaux pro-israéliens et des accusations classiques d'antisémitisme. Pourtant, un détail lui échappait totalement: l'attitude de Lecornu ne correspondait à aucun scénario habituel. Aucun signe de trouble, pas la moindre hésitation, seulement une sérénité presque déroutante et une confiance glaciale qui contrastaient violemment avec les réactions habituelles des responsables occidentaux dans ce genre de situation. Et c'est précisément cette anomalie qui annonçait le basculement, car ce qui allait suivre ne se contenterait pas de surprendre l'Assemblée, mais viendrait bouleverser en profondeur l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Sans la moindre précipitation, Sébastien Lecornu se leva, prenant tout le temps nécessaire comme pour imposer le rythme. Il ajusta sa veste avec cette aisance presque instinctive propre à une certaine élégance française, puis planta son regard dans celui de Benjamin Netanyahou sans ciller. Aucun signe d'agitation, pas une expression parasite, un visage parfaitement maîtrisé. Lorsqu'il parla enfin, sa voix nette et mesurée coupa littéralement l'air ambiant. Il remercia son interlocuteur pour ce qu'il qualifia de démonstration éclatante de la diplomatie israélienne contemporaine, qu'il décrivit comme un cocktail dangereux, mêlant supériorité historique et pression émotionnelle. L'effet fut immédiat, un silence lourd, presque irréel, s'abattit sur la salle. Pour la première fois depuis très longtemps, Netanyahou sembla perdre pied. Mais Lecornu ne ralentit pas. Imperturbable, il disséqua la mécanique bien rodée de son adversaire. À chaque critique, la mémoire de la Shoah est invoquée. À chaque accusation fondée sur le droit international, la réponse devient une dénonciation d'antisémitisme. Une stratégie efficace autrefois, suggéra-t-il, mais désormais en perte totale d'impact. L'atmosphère devenait électrique, les regards se croisaient incrédules. Jamais un responsable occidental n'avait osé un tel ton face à un chef du gouvernement israélien à l'ONU. Puis, sans transition, il retourna l'accusation historique contre son interlocuteur, évoquant cette prétendue amnésie liée à la Seconde Guerre mondiale avant d'ouvrir méthodiquement un dossier tiré de sa serviette. La chiffres et résolutions s'enchaînèrent avec une précision chirurgicale. La résolution 242 exigeant un retrait des territoires occupés restait lettre morte, la 338 appelant à un cessez-le-feu ignoré, la 446 condamnant les colonies systématiquement bafouées, et au total des dizaines de décisions internationales non respectées. Tentant de reprendre la parole, Netanyahou fut immédiatement interrompu d'un geste ferme. Lecornu poursuivit glacial puisqu'il était question de terrorisme, autant s'en tenir aux données officielles, celles des Nations Unies qu'Israël conteste, rappela-t-il, évoquant des centaines de Palestiniens tués depuis 2008, dont une proportion dramatique d'enfants face à un nombre bien plus faible de victimes israéliennes civiles. Où se situait donc la proportionnalité invoquée? Et l'offensive continua à accuser de complaisance. La France, rappela-t-il, avait payé un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme, perdant des centaines de soldats sur des terrains extérieurs. Combien de militaires israéliens, en revanche, avaient péri pour défendre ces mêmes valeurs au-delà de leurs frontières? La réponse tomba sèche: aucun. Un frémissement parcourut alors l'Assemblée, comme si chacun prenait soudain la mesure de ce qui venait d'être dit. Pour la première fois, l'équilibre s'inversait clairement. Benjamin Netanyahou se retrouvait acculé. Sans hausser le ton, Sébastien Lecornu reprit la main en retournant les accusations une à une. L'Iran, très bien, parlons-en. Il rappela avec un calme implacable qu'au cœur des années 80, en pleine guerre, Iran-Irak, des échanges d'armes avaient bien eu lieu entre Israël et le régime de Khomeini. Puis il enchaîna, évoquant la coopération israélienne avec l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le domaine nucléaire, posant une question presque ironique qui au juste entretient des liens avec des régimes contestables. Il marqua une courte pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle. Le visage de Netanyahou s'était figé, vidé de toute assurance. Mais Lecornu n'en resta pas là. Il attaqua alors le point le plus sensible, dénonçant l'usage politique de la mémoire de la Shoah
Transformer une tragédie humaine en outil de défense diplomatique, selon lui, revenait à trahir les millions de victimes. Il évoqua les survivants qu'il avait rencontrés, rappelant leur souhait simple mais universel que la promesse du plus jamais s'applique à tous sans exception. Puis, avec une dureté assumée, il accusa son interlocuteur d'avoir détourné cette souffrance pour en faire une justification implicite de la violence. Le coup portait directement au cœur du discours israélien. Sans ralentir, il poursuivit avec une précision redoutable, s'attaquant cette fois à la question démocratique. Comment prétendre incarner des valeurs démocratiques tout en comptant dans son gouvernement des figures comme Itamar Ben-Gvir, condamné pour incitation à la haine et admirateur déclaré de Baruch Goldstein? Et que dire des propos de Bezalel Smotrich appelant publiquement à raser une ville palestinienne? La question finale, posée presque froidement, résonna dans toute la salle. Est-ce vraiment cela la démocratie que vous revendiquez? À peine Benjamin Netanyahou tenta-t-il de reprendre la parole que Sébastien Lecornu lui coupa net toute possibilité d'intervenir. Sans hausser le ton, il reprit l'initiative en déplaçant le terrain du débat puisque la question de la collaboration française avait été évoquée. Pourquoi ne pas examiner également certains épisodes moins souvent mentionnés de l'histoire sioniste? Il évoqua alors l'accord de Havara de 1933 conclu entre le régime nazi et des représentants sionistes qui avait permis le transfert de capitaux juifs vers la Palestine en échange d'un affaiblissement du boycott économique contre l'Allemagne. Le message était limpide, presque tranchant. Les arrangements avec les nazis n'étaient pas l'apanage de ceux que Netanyahou accusait. La salle saisie mesurait l'audace de cette inversion historique. Mais Lecornu ne s'arrêta pas là. Il pointa alors ce qu'il considérait comme l'élément le plus révélateur, la réaction même de son adversaire. Face à des critiques étayées fondées sur des faits vérifiables et sur le droit international, celui-ci ne proposait selon lui aucune réfutation concrète, se contentant d'attaques personnelles et de pressions émotionnelles. Aucun chiffre contesté, aucune accusation réellement démontée. Et pour cause, suggéra-t-il, il n'en avait pas les moyens. Avançant vers le pupitre, il prit désormais l'ascendant total. Il rappela que la France condamnait toute forme de terrorisme, mais également les crimes de guerre, les violations du droit et l'occupation illégale de territoires, revendiquant une cohérence basée sur le respect du droit international. En miroir, il accusa la position israélienne de s'affranchir de ces règles tout en recourant systématiquement à l'accusation d'antisémitisme pour faire taire les critiques. Derrière Netanyahou, ses conseillers s'agitaient, signe évident de tension, mais l'offensive n'était pas terminée. Lecornu aborda alors frontalement la question de l'antisémitisme, redéfinissant clairement le terme « haïr un peuple pour ce qu'il est relève du racisme, critiquer un gouvernement relève du débat démocratique ». Et avec une pointe de fermeté, il conclut en affirmant que, contrairement à son interlocuteur, la France distinguait précisément entre une communauté religieuse et les choix politiques d'un gouvernement qu'il qualifia d'extrême droite. Et puis sans prévenir, arriva le moment décisif, celui qui scelle une confrontation. Sébastien Lecornu posa alors une question simple, en apparence mais redoutable dans son implication. Qu'est-ce qui distingue réellement leurs deux pays? Sa réponse tomba comme un verdict. La France, affirma-t-il, avait su reconnaître ses fautes, les assumer et évoluer, tandis que son interlocuteur persistait à s'enfermer dans ses erreurs, allant jusqu'à instrumentaliser le passé pour les justifier. Et c'est précisément cette attitude qui, selon lui, expliquait l'isolement croissant de Benjamin Netanyahou, y compris auprès de partenaires autrefois fidèles. Le choc fut palpable dans la salle, jamais un responsable occidental n'avait ainsi mis en difficulté le chef du gouvernement israélien en public. Sans relâcher la pression, Lecornu conclut avec fermeté que la France continuerait à défendre la sécurité d'Israël tout en dénonçant sans concession toute violation du droit international, refusant désormais de céder aux accusations d'antisémitisme utilisées comme levier d'intimidation. Le temps où l'émotion suffisait à faire taire les critiques était selon lui définitivement révolu. Puis, refermant calmement son dossier, il regagna sa place dans un silence écrasant. Netanyahou, visiblement ébranlé comme rarement au cours de sa carrière, tenta de répliquer par quelques phrases hésitantes sur la supposée trahison française et un regain d'antisémitisme, mais ses mots semblaient déjà vides face à la démonstration qu'il venait de subir. L'impact fut immédiat et fulgurant, notamment en ligne en quelques minutes, des extraits de l'intervention circulaient partout, propulsant Lecornu au sommet des tendances mondiales pendant 2 jours entiers. Les réactions furent intenses et profondément divisées. Dans de nombreux pays arabes, il fut célébré comme une figure courageuse des rassemblements de soutien,
s'organisant du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient, tandis que les autorités palestiniennes saluaient un retour à une certaine tradition diplomatique française héritée de Charles de Gaulle. L'Égypte et la Jordanie exprimèrent publiquement leur respect. En Europe, l'accueil fut plus mesuré mais globalement favorable. Berlin et Rome comprenaient la position française. Madrid et Bruxelles l'appuyaient ouvertement, tandis que La Haye et Prague jugeaient le ton excessif. Aux États-Unis, la réaction officielle fut brutale. Le Congrès condamna les propos et l'AIPAC lança une campagne de boycott. Pourtant, une partie de l'opinion américaine, notamment chez les plus jeunes, se montra réceptive au message. En Israël, les réactions divisèrent profondément. Si les milieux conservateurs dénonçaient une attaque et parlaient de nouvel antisémitisme, certains cercles progressistes y virent un signal d'alarme nécessaire. Mais c'est en France que l'effet fut le plus spectaculaire. Les enquêtes d'opinion révélèrent un soutien massif dépassant largement les 2/3 de la population. Face à cette vague, Emmanuel Macron, d'abord prudent, dut afficher son appui. Les médias, eux, saluèrent presque unanimement ce moment, évoquant le retour d'une diplomatie française indépendante et affirmée. Certains journaux parlèrent d'une fierté retrouvée, d'autres d'un dirigeant qui refusait enfin de céder. Pendant ce temps, malgré ses tentatives répétées pour minimiser l'événement, Netanyahou ne pouvait masquer l'évidence en l'espace de quelques minutes. L'équilibre venait de basculer et les conséquences étaient déjà irréversibles. Ce qui s'était produit ce jour-là relevait presque de l'impensable. Pour la première fois de toute sa carrière, les tactiques de pression de Benjamin Netanyahou avaient échoué en pleine lumière, et plus encore, s'étaient retournés contre lui. L'effet domino ne tarda pas. Porté par l'élan donné par la France, l'Union européenne prit des mesures concrètes en sanctionnant certains responsables liés aux colonies israéliennes, tandis que plusieurs capitales rappelaient leurs ambassadeurs, signe d'un refroidissement inédit. Une ère de tolérance tacite semblait se refermer brutalement. Affaibli sur la scène internationale, Netanyahou dut en parallèle affronter une contestation interne grandissante, ses propres alliés lui reprochant d'avoir inutilement provoqué Paris et fragilisé les relations avec l'Europe. À l'inverse, Sébastien Lecornu voyait sa stature exploser à l'échelle mondiale. Universités prestigieuses, plateaux télé internationaux, conférences globales, il était désormais sollicité partout, incarnant pour beaucoup ce leadership européen affirmé que l'on croyait disparu. Quelques mois plus tard, lors d'un déplacement officiel au Caire, il fut accueilli avec les honneurs réservés aux chefs d'État, le président égyptien saluant le retour d'une diplomatie française influente au Moyen-Orient. À Ramallah, l'enthousiasme était encore plus visible, des foules entières acclamaient son passage scandant des slogans en faveur de la France. Pourtant, au-delà de ces démonstrations spectaculaires, c'est peut-être une voix plus discrète qui résuma le mieux l'impact de ces 4 minutes. Dans une interview accordée au The New York Times, un ancien négociateur israélien proche de la gauche reconnut que cette confrontation avait agi comme un électrochoc, rappelant que l'impunité diplomatique ne pouvait durer éternellement et qu'un changement devenait inévitable. Ce moment n'avait donc pas seulement provoqué un incident, il avait brisé un silence installé depuis des décennies, ouvrant la voie à une nouvelle phase dans les relations internationales au Moyen-Orient. Désormais, invoquer le passé ne suffirait plus à justifier des violations du droit, et jouer sur les émotions ne permettrait plus d'étouffer les critiques. L'histoire retiendra sans doute qu'en ce jour précis, au cœur même des Nations Unies, un dirigeant français encore jeune avait osé exprimer publiquement ce que beaucoup taisaient, et qu'en le faisant, il avait redessiné certains équilibres diplomatiques. Car parfois, il suffit d'un seul homme debout pour faire vaciller tout un système. Mais ce que le monde avait vu n'était que la surface. En coulisses, bien avant cet affrontement spectaculaire, tout avait été minutieusement préparé dans l'ombre à l'abri des regards. Dans les sous-sols feutrés de Matignon, Sébastien Lecornu avait réuni durant plusieurs semaines un cercle restreint d'experts soigneusement sélectionnés. Le premier à entrer dans cette stratégie discrète fut Denis Beauchard, ancien ambassadeur en Syrie et figure incontournable de la diplomatie française au Moyen-Orient. Dès leur premier échange, il posa le cadre avec lucidité pour affronter Benjamin Netanyahou. Il ne suffisait pas de répondre, il fallait comprendre ses points de rupture et surtout exploiter ce qu'il redoute le plus, des faits précis, incontestables, impossibles à détourner. À ses côtés, Bertrand Badi, spécialiste reconnu des relations internationales, apporta une lecture stratégique selon lui. Netanyahou construisait son influence sur l'émotion, manipulant la mémoire historique comme un levier, mais perdait toute efficacité dès que le débat basculait sur le terrain rigoureux du droit. Puis vint l'expertise juridique de Marie-Françoise Bechtel qui insista sur une exigence absolue, aucune approximation.
Chaque donnée devait être irréprochable, chaque accusation solidement étayée. Dans ce huis clos nocturne, le Cornu s'imposa une discipline presque militaire assimilant des volumes impressionnants d'informations. Résolutions internationales, bilan humain, accords violés, tout était mémorisé avec une précision quasi mécanique. Rien n'était laissé au hasard. Il alla même jusqu'à consulter discrètement à Paris William Chabas, ancien responsable d'une commission d'enquête des Nations Unies sur Gaza, afin de verrouiller juridiquement chaque argument. Ce qui apparaissait plus tard comme une performance spontanée n'était en réalité que l'aboutissement d'une préparation d'une rigueur extrême. Rien n'avait été laissé au hasard, chaque scénario avait été envisagé, chaque attaque anticipée par Sébastien Lecornu et son équipe. Les conseils de Denis Beauchard résonnaient comme une feuille de route stratégique si la Shoah est évoquée, répondre par des faits historiques précis comme l'accord de Havara. Si le terrorisme est mis en avant, opposer les données des Nations Unies. Si l'accusation d'antisémitisme surgit, clarifier la distinction entre judaïsme et sionisme. Tout avait été calibré, chaque mot soigneusement choisi, chaque réaction pensée à l'avance. Mais ce qui frappa le plus les observateurs internationaux, ce ne fut pas seulement la solidité de l'argumentation, c'était surtout le contrôle absolu des émotions face aux provocations de Benjamin Netanyahou. Car ce dernier n'avait rien retenu, il avait mobilisé ses attaques les plus sensibles, notamment en évoquant la collaboration française durant la Seconde Guerre mondiale dans le but évident de déstabiliser son adversaire et de le forcer à réagir sur le terrain émotionnel. Mais Lecornu, imperturbable, transforma chaque tentative de déstabilisation en riposte structurée précise appuyée sur des faits. L'ampleur des conséquences dépassa même les attentes les plus ambitieuses de son équipe. Très vite, dans les cercles diplomatiques internationaux, on évoqua un moment Lecornu pour désigner cette capacité rare à résister aux pressions sans céder à l'émotion. À Washington, malgré les critiques officielles, plusieurs diplomates américains en privé exprimèrent une forme de respect mêlé d'admiration, reconnaissant qu'il avait osé ce que beaucoup n'osaient même pas envisager. Du côté d'Allemagne, la réaction plus prudente n'en était pas moins significative. Angela Merkel, habituellement mesurée sur ces sujets sensibles, affirma que la France était légitime à défendre ses positions dans le cadre du droit international, une déclaration qui, derrière sa retenue apparente, sonnait comme un soutien discret mais réel à la démarche française. Et pourtant, ce ne furent pas les réactions attendues qui marquèrent le plus les esprits, mais celles venues là où personne ne les anticipait vraiment au sein même de la diaspora juive internationale. Contrairement aux espoirs de Benjamin Netanyahou, l'unanimité hostile n'eut pas lieu. Au contraire, une partie non négligeable exprima une forme de compréhension, voire un soutien discret à la position française. Bernard-Henri Lévy, figure influente de la pensée française, souligna publiquement que Sébastien Lecornu avait opéré une distinction essentielle entre antisémitisme et antisionisme, une nuance que Netanyahou, selon lui, refusait délibérément pour des raisons politiques. Mais le véritable choc vint d'Israël lui-même. Plusieurs voix intellectuelles s'élevèrent pour défendre Lecornu, brisant un consensus longtemps considéré comme acquis. Amos Oz affirme que la confrontation n'était que le résultat logique d'une stratégie provocatrice, tandis que Zev Sternhell alla plus loin, estimant que Lecornu avait exprimé à haute voix ce que beaucoup d'Israéliens pensaient sans oser le dire. Cette fissure interne fragilisa profondément la position du Premier ministre israélien. Pour la première fois depuis longtemps, l'argument de l'antisémitisme ne produisait plus l'effet escompté. Pire encore, il se retournait contre lui, alimentant l'image d'un dirigeant manipulateur coupé des réalités internationales. Les répercussions dépassèrent largement le cadre du débat initial. En décembre 2025, porté par cette dynamique, l'Union européenne adopta des sanctions visant les colonies israéliennes, marquant un tournant historique. Pour la première fois, les États membres affichaient une position unifiée sur le conflit. Même Allemagne traditionnellement prudente ne s'opposa pas à l'initiative. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France réussit à rallier un soutien inattendu à une résolution critique envers l'expansion des colonies. Effet inédit, les États-Unis choisirent de s'abstenir au lieu d'exercer leur veto, un signal fort d'évolution dans leur position. Dans le monde arabe, l'impact fut immédiat et spectaculaire. Lecornu s'imposa comme un symbole du renouveau occidental sur la question palestinienne. Lors de son déplacement au Caire en 2026, il fut reçu avec un protocole digne des plus hauts dirigeants Abdel Fattah el-Sisi, saluant publiquement le retour de la France sur la scène moyen-orientale.
À Ramallah, Mahmoud Abbas lui réserva un accueil exceptionnel, le qualifiant d'allié sincère du peuple palestinien. Mais au-delà des réactions diplomatiques et médiatiques, c'est peut-être sur une génération entière que l'impact s'est révélé le plus profond. Dans les amphithéâtres de Heidelberg, de Cambridge, de la Sorbonne à Bologne, les étudiants se sont emparés du phénomène, organisant débats et conférences autour de ce que beaucoup appelaient désormais l'effet Lecornu. Sébastien Lecornu incarnait soudain une Europe capable de tenir tête, de résister aux pressions extérieures sans renier ses principes. Même l'industrie culturelle s'en empara. Netflix produisit un documentaire retraçant minute par minute cet affrontement, contribuant à figer cette séquence dans la mémoire collective mondiale. Visionné par des dizaines de millions de personnes, le film renforça l'image d'un dirigeant devenu pour beaucoup le porte-voix d'une justice internationale assumée. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou tentait de reprendre le contrôle du récit. En interne, ses équipes de communication s'activaient sans relâche pour atténuer ce qu'elles qualifiaient de fiasco new-yorkais. Mais la dynamique leur échappait, l'image d'un premier ministre israélien mis en difficulté face à son homologue français avait déjà fait le tour du monde. Ces tentatives pour relancer le débat ne faisaient qu'accentuer l'impression qu'il avait perdu la maîtrise de la situation. Même les médias israéliens habituellement plus mesurés adoptèrent un ton critique. Le quotidien Haaretz évoqua une humiliation liée à l'excès de confiance, tandis que Yediot Ahronot parla d'un revers diplomatique affaiblissant la position du pays. Cette remise en question ne resta pas cantonnée à la presse, elle gagna les rangs politiques. Benny Gantz accusa ouvertement Netanyahou d'avoir isolé Israël par des provocations inutiles, et jusque dans son propre camp au sein du Likoud, des critiques commencèrent à émerger sur sa stratégie. En France, à l'inverse, l'effet fut spectaculaire. Emmanuel Macron, initialement réservé, dut rapidement afficher son soutien face à l'ampleur de la popularité de son premier ministre. Les sondages indiquaient un appui massif proche de 80%, un niveau rarement atteint pour une question internationale. Même l'opposition, toute sensibilité confondue, se trouva contrainte de s'aligner certains responsables politiques, reconnaissant que pour une fois, la France semblait défendre ses intérêts avec fermeté. Le phénomène dépassa rapidement les clivages politiques traditionnels en France. Jean-Luc Mélenchon salua publiquement l'audace d'avoir enfin exprimé ce que beaucoup taisaient, tandis que Valérie Pécresse reconnut que cette intervention avait redonné du prestige à la diplomatie nationale. Une convergence aussi large, rare dans le paysage politique français, eut un effet immédiat. Elle renforça considérablement la crédibilité de la France sur la scène internationale. Pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant français semblait porter une voix qui dépassait ses frontières, incarnant une position européenne sur un enjeu global majeur. Progressivement, des pays comme Allemagne et Italie se rapprochèrent de cette ligne, contribuant à l'émergence d'un bloc européen plus cohérent face aux pressions extérieures, qu'elles viennent d'Israël ou des États-Unis. Quelques mois plus tard, lors du sommet du G7 organisé en Italie, Sébastien Lecornu s'imposa comme un acteur central des discussions. Même Joe Biden, initialement critique, finit par admettre que la France était légitime à défendre sa lecture du droit international. Ce repositionnement discret marqua un infléchissement notable dans les relations entre les deux rives de l'Atlantique. L'influence de cet épisode ne se limita d'ailleurs pas au Moyen-Orient. Dans plusieurs capitales européennes, d'autres dirigeants commencèrent à adopter un ton plus ferme. Face aux pressions extérieures, l'Espagne durcit sa position vis-à-vis du Maroc concernant le Sahara occidental, tandis que l'Autriche n'hésita plus à interpeller la Turquie sur la question des droits humains. Peu à peu, l'Europe donnait le sentiment de retrouver une forme d'assurance stratégique. Cette nouvelle posture ne passa pas inaperçue à Washington, où le département d'État intensifia les échanges avec les gouvernements européens pour préserver une cohésion occidentale mise à l'épreuve. Mais un seuil avait été franchi, l'idée qu'il était possible de s'opposer à la ligne américaine sans provoquer un déséquilibre mondial s'était installée. Un an plus tard, lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2026, les regards se tournèrent de nouveau vers une rencontre symbolique entre Benjamin Netanyahou et Lecornu. Cette fois cependant, le rapport de force semblait inversé. Le dirigeant israélien évita soigneusement toute confrontation directe avec son homologue français. Dans les travées de l'ONU, les observateurs ne s'y trompèrent pas. Benjamin Netanyahou paraissait soudain rétréci face à Sébastien Lecornu, désormais perçu comme une figure montante de la diplomatie mondiale. Ce court échange, à peine quelques minutes, allait laisser une trace durable non seulement dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi dans la manière dont l'Europe se positionne sur la scène internationale, plus affirmée, plus indépendante.
Le Cornu venait de démontrer qu'il était possible de tenir tête aux pressions, de confronter le pouvoir avec des faits et d'infléchir le cours des événements par la seule combinaison de préparation et de conviction. Comme le souligna un éditorial du The Washington Post, en un laps de temps dérisoire, un dirigeant français avait accompli ce que des décennies de diplomatie prudente n'avaient jamais réussi, briser un silence occidental persistant autour des violations du droit international imputées à Israël. Cette formule résumait parfaitement l'instant une confrontation où la force brute n'avait rien pesé face à la puissance du discours où un acteur inattendu avait renversé un rapport de force profondément installé. Mais derrière ce moment spectaculaire invisible aux yeux du public se cachait un travail de fond colossal des mois de préparation minutieuse dont peu avaient une conscience. Car en réalité, tout avait commencé bien avant cette scène, loin des projecteurs dans l'atmosphère feutrée du bureau de Matignon. Par une soirée froide de septembre, alors que Paris sombrait dans le silence nocturne, le Cornu se plongeait dans un dossier confidentiel particulièrement dense, près de 400 pages consacrées à l'analyse détaillée de la rhétorique et des failles argumentatives de Netanyahou. Ce document, fruit d'un travail collectif rigoureux, disséquait avec une précision redoutable chaque prise de parole, chaque stratégie, chaque mécanisme utilisé par le dirigeant israélien depuis des années. Tout y passait les schémas récurrents d'appel à l'émotion, l'exploitation systématique du poids de l'histoire, les techniques de renversement accusatoire jusqu'aux stratégies de victimisation soigneusement construites. À la tête de ce travail titanesque se trouvait Denis Bochart, ancien ambassadeur en Syrie, et figure majeure de la diplomatie française au Moyen-Orient dont l'expérience de plusieurs décennies lui avait permis de décrypter avec finesse les dynamiques complexes de la région. Dès leur tout premier entretien confidentiel, le diagnostic avait été posé sans détour. Face à Sébastien Lecornu, Denis Bochart avait résumé Benjamin Netanyahou en une formule presque clinique, un tacticien redoutable certes, mais loin d'être invulnérable. Selon lui, son point de rupture était clair, il supportait mal qu'on lui oppose des éléments concrets, des données vérifiables et surtout des chiffres qu'aucun effet de tribune ne pouvait balayer. Dès qu'on le privait du flou, toute sa mécanique verbale commençait à se fissurer. Autour de Lecornu, l'équipe réunie avait d'ailleurs été pensée avec une précision remarquable, autant par la qualité de ses membres que par la complémentarité de leur profil. Bertrand Badi, référence incontournable des relations internationales à Sciences Po, apportait une lecture plus stratégique à ses yeux. Netanyahou ne dominait jamais autant que lorsqu'il parvenait à déplacer un affrontement politique vers le registre affectif. Il transformait les critiques en procès moraux, les objections documentées en attaques personnelles. Mais, insistait Badi, à partir du moment où l'on restait fermement ancré dans le droit international sans se laisser aspirer par l'émotion, son emprise se dissipait. Sur le front juridique, Marie-Françoise Bechtel imposait une rigueur presque inflexible. Pour elle, aucun angle mort n'était permis, chaque accusation devait reposer sur une base irréprochable, chaque statistique être contrôlée et recoupée, chaque référence juridique résister à la moindre tentative de contestation. Pendant des semaines, elle s'était plongée dans les textes des Nations Unies, les enquêtes d'ONG et les récits d'observateurs internationaux traquant la moindre faiblesse pour qu'il n'en reste aucune à exploiter. Au sein de cette cellule discrète, Leila Dakli apporta une pièce essentielle du puzzle. Une lecture fine du contexte historique et des réflexes discursifs de son adversaire. Elle avertit sans détour que Benjamin Netanyahou recourait presque systématiquement à la mémoire de la Shoah. Comme à un rempart, un automatisme profondément ancré. Mais soulignait-elle, cette stratégie pouvait être retournée en exposant des épisodes historiques qu'il préférait laisser dans l'ombre comme l'accord de Haavara. Pendant des semaines, à l'abri des regards, les réunions s'enchaînèrent dans les sous-sols de Matignon. Chaque confrontation passée de Netanyahou fut disséquée, ses réactions face à la contradiction passée au crible, ses points de fragilité psychologique minutieusement identifiés. Denis Bochart s'appuyait même sur des archives vidéo pour illustrer ses analyses, rappelant notamment les moments où Barack Obama l'avait publiquement contredit sur la question des colonies, provoquant chez lui des réactions de déstabilisation visibles. L'approche ne se limitait pas aux faits, elle plongeait aussi dans la psychologie. Gilles Kepel, spécialiste reconnu, expliquait que toute la trajectoire politique de Netanyahou reposait sur l'exploitation de la peur sécuritaire en Israël, peur morale en Occident, tout en rappelant que ce levier pouvait dans certaines conditions se retourner contre celui qui l'utilise. Mais au-delà de ces analyses, ce qui frappait le plus restait le degré d'exigence imposé à la préparation.
Sébastien Lecornu avait assimilé une masse impressionnante d'informations, dizaines de résolutions internationales ignorées, bilans humains, précis donnés sur les colonies et les destructions. Chaque chiffre était ancré dans sa mémoire, chaque source rigoureusement vérifiée. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple échange politique, mais d'un moment destiné à marquer l'histoire, à provoquer une rupture durable. L'objectif était clair, laisser Netanyahou dérouler son discours habituel, l'encourager à reproduire ses schémas connus, puis retourner chaque argument avec des éléments incontestables. Comme l'avait résumé Beauchard, l'attaque viendrait sur le terrain historique moral et émotionnel, et plus elle serait intense, plus la réponse fondée sur les faits produirait un effet décisif. Avant même d'affronter la réalité, Sébastien Lecornu s'était confronté à toutes ces versions possibles. Pour éprouver sa solidité, il avait mis en place des simulations d'une intensité rare, ses conseillers incarnaient, Benjamin Netanyahou reprenant ses d'attaque, les plus dures, ses formules les plus incisives. Les accusations fusaient brutales, calculées pour déstabiliser, référence à la collaboration française, insinuations lourdes de sens. Et pourtant, face à ces offensives, Lecornu restait d'un calme méthodique, répondant sans hausser le ton, transformant chaque provocation en argument structuré. À mesure que les répétitions s'enchaînaient, ses réponses gagnaient en précision, ses ripostes en efficacité. La préparation ne se limitait pas aux mots, elle incluait aussi la maîtrise du corps. Un spécialiste de la communication avait travaillé avec lui sur chaque détail, posture, respiration, rythme de parole, rappelant que devant les caméras du monde entier, rien n'était anodin. L'objectif était clair, opposer la sérénité à la tension, la maîtrise à l'agressivité. 3 jours avant le départ pour New York, une ultime répétition eut lieu dans une salle de Matignon, transformée pour l'occasion en réplique de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette fois, Denis Beauchard prit lui-même le rôle de Netanyahou, reproduisant avec une précision troublante ses intonations, ses gestes, sa stratégie. Les attaques furent directes, violentes, évoquant le soutien supposé au Hamas ou accusant la France d'antisémitisme. Lecornu répondit avec une froideur maîtrisée, refusant le terrain émotionnel et ramenant le débat sur les faits, soulignant la faiblesse d'une argumentation reposant sur l'attaque personnelle. Beauchard, satisfait, conclut simplement il était prêt. Le voyage vers les États-Unis se déroula dans la plus grande discrétion. À bord, Lecornu peaufinait encore ses notes, répétant mentalement chaque enchaînement, tandis que son équipe ajustait les derniers détails. Marie-Françoise Bechtel lui rappela une dernière fois que chaque mot serait disséqué, interprété, utilisé, et que la précision serait de sa meilleure arme. À New York, la tension était palpable. Les journalistes venus du monde entier pressentaient qu'un moment décisif se préparait, tandis que dans les couloirs de l'hôtel de la délégation française, les téléphones vibraient sans relâche. Dans les coulisses, l'agitation était palpable. Analystes et correspondants diplomatiques échangeaient à toute vitesse leurs dernières lectures, leurs hypothèses, leurs pronostics. De son côté, Benjamin Netanyahou affichait une assurance presque déconcertante. Selon son entourage, il se sentait parfaitement prêt, convaincu de livrer ce qu'il appelait en privé une leçon au jeune chef du gouvernement français. La stratégie israélienne, elle ne laissait rien au hasard, frapper d'entrée sur le terrain historique, activer le levier émotionnel lié à la Shoah et enfermer son adversaire dans une position défensive. Une méthode éprouvée qui avait fait ses preuves face aux dirigeants européens pendant des années. Mais cette fois, l'équation était différente. En face, Sébastien Lecornu n'était pas un interlocuteur ordinaire. Il connaissait les mécanismes, avait anticipé les attaques, préparé chaque réponse avec précision. Et surtout, il ne craignait pas d'énoncer des vérités inconfortables. Le jour décisif, il s'était levé avant même l'aube. Dans sa suite du Plaza Hotel, il passa une dernière fois en revue les lignes directrices de sa stratégie, garder son sang-froid, opposer des faits à l'émotion et démonter chaque accusation avec des preuves solides. Avant de quitter la pièce, il contacta Emmanuel Macron à Paris. Le message du président était clair, confiance, mais prudence face aux répercussions possibles. La réponse de Lecornu fut sans détour, provoquer un changement était précisément l'objectif. Une fois arrivé aux Nations Unies, il sentit immédiatement la tension dans l'air. Les délégations s'observaient avec attention, les appareils photos crépitaient sans relâche, et les diplomates échangeaient à voix basse, conscients que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Dans l'immense salle de l'Assemblée générale, l'ambiance avait des allures de verdict imminent, comme si chacun assistait à un procès dont l'issue restait suspendue. Tous pressentaient qu'un moment décisif approchait. Lorsque Benjamin Netanyahou prit la parole, Sébastien Lecornu ne laissa rien au hasard, il analysait en temps réel, identifiant
chaque argument anticipant chaque détour rhétorique. Dans son esprit, tout s'enchaînait avec une précision presque mécanique la référence à la Shoah, pour susciter la culpabilité, l'accusation d'antisémitisme, pour disqualifier la critique, l'évocation du passé français, pour déstabiliser. Rien ne sortait du cadre prévu. En réalité, sans le savoir, Netanyahou venait d'entrer exactement dans le dispositif que ses adversaires avaient anticipé. Puis arriva l'instant clé, celui qui allait tout faire basculer. Lorsque l'écornu se leva, son calme tranchait avec la tension ambiante, il avançait avec la certitude de celui qui maîtrise parfaitement son discours. En face, Netanyahou affichait encore ce sourire confiant, persuadé d'avoir déjà pris l'avantage. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de déclencher une mécanique implacable. Derrière chaque phrase de l'écornu se cachaient des semaines de préparation, une stratégie pensée dans les moindres détails, une accumulation d'heures de travail, rien n'était improvisé. C'était une démonstration de précision presque chirurgicale où la force ne venait pas de l'instinct mais de la méthode. Dès les premières références aux résolutions internationales non respectées, le doute s'installa chez Netanyahou, il comprit qu'il était entré dans un terrain qu'il ne contrôlait plus. Mais le processus était déjà lancé, impossible à enrayer. Ses tentatives pour interrompre ou contester ne firent qu'accentuer l'impression d'un dirigeant débordé. Et ce qui suivit dépassa toutes les attentes, y compris celles des stratèges français eux-mêmes. La propagation fut fulgurante. En l'espace de quelques heures, à peine, les séquences du discours de Sébastien Lecornu envahirent la planète. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés liés à son affrontement avec Benjamin Netanyahou explosèrent, devenant viraux à une vitesse impressionnante. Des millions d'utilisateurs relayaient les extraits les plus marquants, les disséquaient, les commentaient, transformant l'événement en un débat mondial. Dans les salles de rédaction, l'agitation était totale, éditorialiste, et analystes s'emparaient du sujet sans relâche. The New York Times évoquait un tournant historique. The Guardian parlait d'un tabou enfin brisé, tandis que la Repubblica résumait la scène en opposant un Netanyahou affaibli à un l'écornu triomphant. Pourtant, c'est dans le monde arabe que l'onde de choc prit une ampleur inédite. De Casablanca à Bagdad, du Caire à Beyrouth, des millions de personnes découvraient qu'un dirigeant occidental pouvait affronter Israël sans détour. Al Jazeera diffusa l'intervention en boucle pendant 2 jours, et dans les cafés des grandes villes arabes, le sujet dominait toutes les conversations, certains allant jusqu'à parler d'un véritable moment historique venu de France. Les réactions officielles ne tardèrent pas à suivre cette vague. Mahmoud Abbas salua un retour à l'héritage diplomatique de Charles de Gaulle, tandis que Abdallah II mit en avant le courage politique de Paris. Même Arabie saoudite, habituellement mesurée, exprima une approbation inhabituelle. En Europe, le phénomène prit la forme d'un effet d'entraînement. Espagne affirma son soutien. Italie suivit et Allemagne, malgré ses réticences historiques, adopta une position plus nuancée. Angela Merkel rappela que chaque État avait le droit de défendre ses positions dans le cadre du droit international, une manière diplomatique de valider l'approche française. Au sein de l'Union européenne, les conséquences furent majeures pour la première fois depuis des décennies. Les États membres parvinrent à une position commune sur le conflit israélo-palestinien. Quelques mois plus tard, en décembre 2025, des sanctions visant les colonies israéliennes furent adoptées à l'unanimité, une décision marquant la fin d'une longue paralysie européenne sur ce dossier. Outre-Atlantique, la réaction ne fut pas aussi uniforme que certains l'avaient anticipé. Certes, Congrès des États-Unis adopta une résolution dénonçant les propos jugés inacceptables du dirigeant français, mais dans la société américaine, le tableau était bien plus contrasté. Une enquête de Gallup révéla qu'une part non négligeable de la population, près de 4 Américains sur 10, approuvait la position de Sébastien Lecornu, un résultat loin d'être anodin lorsqu'il s'agit de critiquer un allié historique comme Israël. Plus révélateur encore au sein même de l'entourage de Joe Biden, certaines voix commencèrent à suggérer une réévaluation de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Jake Sullivan reconnut en privé que la France soulevait des interrogations légitimes sur le respect du droit international, une brèche discrète mais lourde de sens dans un soutien jusque-là presque automatique. Du côté d'Israël, le choc fut autrement plus brutal. Pour la première fois depuis longtemps, Benjamin Netanyahou se retrouva confronté à une contestation interne d'ampleur. L'opposition dénonça sans ménagement une stratégie jugée contre-productive, accusant le Premier ministre d'avoir isolé le pays tout en provoquant inutilement Paris. Yair Lapid pointa du doigt les conséquences diplomatiques de ce qu'il qualifia d'arrogance politique. Même au sein du Likoud, des critiques commencèrent à émerger, certains élus remettant en cause la ligne de confrontation adoptée face à l'Europe.
Plus audacieux encore, Gideon Sa'ar appela publiquement Netanyahou à assumer sa part de responsabilité dans cette crise, signe d'un malaise qui ne pouvait plus être contenu. Contre toute attente, les médias israéliens habituellement bienveillants à l'égard de Benjamin Netanyahou changèrent radicalement de ton. Haaretz dénonça une arrogance devenue contre-productive. Yediot Aharonot parla d'un revers diplomatique, affaiblissant la stature internationale du pays et même. The Jerusalem Post s'interrogea ouvertement sur la lucidité du Premier ministre. Cette vague critique rare par son intensité fragilisa immédiatement sa position. Les sondages enregistrèrent une chute brutale de sa popularité, tandis que plusieurs figures de sa propre coalition commencèrent à prendre leur distance. Benny Gantz appela à une réorientation profonde de la politique étrangère israélienne, signe que la contestation ne se limitait plus à l'opposition. Les mois suivants confirmèrent l'ampleur de cet épisode. Lors d'une visite officielle au Caire, Sébastien Lecornu fut accueilli avec des honneurs dignes d'un chef d'État. Abdel Fattah el-Sisi salua publiquement le retour de la France à un rôle historique dans la région, tandis que des foules agitaient des drapeaux tricolores en signe de soutien. À Ramallah, l'accueil prit une dimension encore plus symbolique. Mahmoud Abbas organisa une réception exceptionnelle présentant Lecornu comme celui qui avait libéré une parole longtemps étouffée. Des dizaines de milliers de personnes scandèrent leur admiration, offrant à un dirigeant occidental une réception inédite depuis des décennies dans les territoires palestiniens. L'impact dépassa rapidement le cadre politique pour s'inscrire dans la culture. Netflix produisit un documentaire retraçant cette confrontation minute par minute réalisée par Raymond Despardons et vue par des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde. Cette œuvre contribua à fixer durablement l'image de Lecornu comme défenseur du droit international. Dans les grandes universités de Harvard University à University of Oxford en passant par Sorbonne, l'épisode devint un cas d'étude. Les étudiants analysaient chaque détail de sa stratégie, de sa préparation, de sa prise de parole. Joseph Nye résuma cette séquence dans Foreign Affairs comme une démonstration éclatante du pouvoir de la vérité et de la préparation face aux pressions, qualifiant l'ensemble de leçons magistrales de soft power, une analyse qui, traduite dans de nombreuses langues, s'imposa rapidement comme référence académique.